Ingénieur, entrepreneur, informaticien et homme politique camerounais, panafricaniste des années 1979, révolutionnaire, créateur à l'université de Yaoundé du club d'élite, du club d'études et de réflexion sur la culture africaine, le CERCA, éditeur du bulletin de liaison L'Éveil. On y trouve aussi des intellectuels tels Achille Mbembe autour de cette œuvre-là. À travers le panafricaniste, le parti panafricaniste, créé dès son retour au Cameroun en 1986, voit le jour Cap Liberté, qui fera de Dominique Dieucam Tchouaméni l'une des figures du retour au pluralisme des années 90 au Cameroun. Une période de lutte qui inspire l'œuvre de Eno Meyomessé intitulée Dieucam Tchouaméni, une vie pour la révolution. Vous êtes vous-même auteur d'un livre d'éducation politique, La lutte continue, à cheval entre le Burkina Faso et l'Afrique du Sud, dans un silence assourdissant qui trahit mal un exil bien riche en rebondissements. Bouillant silence qu'il choisit de briser ce soir sur cette antenne après près de 16 ans sans prise de parole publique. Dominique Dieucam Tchouaméni, bonsoir. Bonsoir, député Tongo. Merci pour cet honneur, 16 ans de silence et puis ce soir sur STV. C'est un plaisir d'être là. Je voulais briser mon silence avec un professionnel. Merci infiniment. C'est bien flatteur. Depuis 2004, vous avez disparu de la scène politique. Vous réapparaissez brièvement en 2018 et aujourd'hui en 2020. Je rappelle qu'en 2004, vous étiez candidat à l'élection présidentielle. Absolument. Pourquoi un si long silence? Parce que le silence est d'or et que quand vous savez vous taire, votre parole peut avoir de la valeur. Et nous avions constaté dans les années 2004, en effet, qu'un ensemble de conditions sur le plan interne, aussi bien que sur le plan international, n'était pas favorable aux luttes démocratiques et que nous allions entrer dans une période extrêmement difficile où on instaurerait la liberté de bavardage en lieu et place de la liberté d'expression. Et nous avons choisi de ne pas participer à cette mascarade-là. Vous savez, je suis d'une génération de planteurs. Mes grands-parents sont des planteurs. Et on m'a appris qu'on ne plante pas en saison sèche. On plante généralement juste un peu après le début de la petite saison de pluie. Une saison sèche qui aura duré 16 ans. Je précise également que vous êtes président du mouvement pour la démocratie et l'interdépendance en Afrique. Non moins président du réseau des organisations de la société civile. Qu'est-ce qui justifie la prise de parole aujourd'hui? Sommes-nous en saison de pluie? Oui, je pense que nous sommes en début de petite saison de pluie, en effet, où s'ouvre pour les Camerounais une fenêtre d'opportunité pour parachever une lutte qui dure depuis 30 ans, 40 ans même, pour la souveraineté et la démocratie. Je pense que si le peuple camerounais saisit cette fenêtre d'opportunité, de bonnes choses peuvent en sortir. D'un exil, un retour aujourd'hui, quel est le prix de ce retour? Sachant que les politiques des années 90, pour bon nombre, sont accusés d'avoir mis beaucoup d'eau dans leur vin. Précisément, ils ont traversé des périodes extrêmement difficiles. Ceux qui sont restés jouaient dans un environnement qui était véritablement difficile. Parce qu'on leur permettait bien sûr de venir sur les plateaux de télévision et parler, mais on ne leur permettait ni de se réunir, ni de manifester pacifiquement, ni d'aller aux élections dans des conditions libres et justes. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont sémé en saison sèche. Mais le résultat était un peu connu d'avance, c'était extrêmement difficile. Tout est mis en œuvre pour que la graine ne pousse pas. D'accord. Alors, est-ce que les Camerounais, comme vous, des années 90, peuvent revenir aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez en sécurité maintenant que vous êtes là? Bon, le mot revenir est un mot un peu fort parce que ça signifie qu'on est parti. On était là, on vivait. Moi particulièrement, j'étais au Cameroun. En dehors de la période d'exil que j'ai connue de 91 à 97, après ça, j'étais constamment au Cameroun. Je faisais pas 6 mois sans être présent au Cameroun. J'ai des activités au Cameroun, en Afrique du Sud et au Burkina Faso. Et donc, je suis constamment dans les 3 pays. Maintenant, en ce qui concerne la sécurité physique en tant que telle, oui, on n'arrête plus et on ne tue plus les opposants.
On les empêche de parler, on les empêche de se réunir, on les empêche de gagner des élections quand ils les ont gagnées, etc. Bon, mais du point de vue physique, en réalité, il n'y a pas de menace particulière. Face à l'actu, c'est également des reportages. Je vous suggère de prendre le premier reportage de cette semaine qui revient sur une analyse du professeur Willy Brodzekwa. Vous le savez, il est historien, analyste politique. Il est à Yaoundé et puis il fait un retour sur cette négociation annoncée par Ayok Tabé, plus tard démenti par le gouvernement. Suivez ce reportage de Mireille Serre. Alors que les débats vont bon train sur une éventuelle négociation entre les leaders séparatistes anglophones et le gouvernement camerounais au sujet d'un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en proie à une crise sociopolitique qui dure 4 ans déjà, un communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a rendu public ce 6 juillet 2020, crée la polémique. Le document signé de René Manuel Sadi indique que les informations qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont pas conformes à la réalité. Expert des questions politiques, le professeur Zengwa dit que l'information a été biaisée. Je suis très clair sur ça. Il n'y a pas eu de négociation. Je pense que le gouvernement a raison en insistant que ce n'est pas, il y a une dichotomie entre ce qui s'est passé et les réalités. Bien, négociation c'est quoi? C'est vrai, ils ont eu contact, ils ont eu des contacts. Il y a les membres du gouvernement qui se sont rencontrés avec ces leaders anglophones. Voici juste le premier pas, parce qu'avant de négocier, il faut les points clairs. Et je pense que M. Seseko a donné ce qu'il espère. D'abord, on ne négocie pas avec les prisonniers. Si le communiqué du gouvernement ne précise pas ce qui est vrai, il ne nie pas cependant avoir pris contact avec Sisiko Ayok Tabé et compagnie pour d'éventuelles négociations. L'objectif étant de trouver un consensus d'apaisement. Et je sais qu'il y a 5 lauréats de prix Nobel de la paix qui se sont focalisés sur la cessez-le-feu au Cameroun. Donc ce n'est pas la volonté du gouvernement, ce n'est pas la volonté de leaders anglophones qui sont incarcérés. C'est une imposition qui vient d'ailleurs, qui vient des Nations Unies. Et je pense que, comme j'ai dit, on ne négocie pas entre deux parties. Donc il faudrait que ces négociations se passent entre 3 groupes de personnes, le gouvernement camerounais, le leader des anglophones et les structures internationales, bien les amis du Cameroun. Rappelons que sur la voie d'un appel à la paix, le président Paul Biya a instruit les mois antérieurs l'arrêt des poursuites contre environ 700 personnes détenues pour des délits commis dans le cadre de la crise anglophone. Aussi a-t-il instruit la création du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration le 30 novembre 2018. On revient dans un instant sur cette crise avec l'invité pour définitivement tourner la page aux premières années de lutte dans le multipartisme. Que reste-t-il? Quels souvenirs gardez-vous dans la lutte des années 90? Quel héritage aujourd'hui? D'abord, je voudrais dire que les années 90 elles-mêmes sont le fruit de luttes antérieures qui commencent en 1884, ensuite 48 jusqu'à 71 et ensuite une lutte dont on ne parle pas beaucoup, la lutte dans la clandestinité des années 1972 à 1989, pardon. C'est ces luttes-là menée par des gens très très courageux qui connaissaient la prison, l'exil, qui a rendu possible 1990. Qui sont les figures de cette lutte de 1989? Vous parlerez des gens comme Makit, Mokoko Priso, tous ces exilés, Kisamba, commandant Kisamba, et nous autres qui étions un peu plus jeunes, mais qui avons rejoint cette lutte dans les années 85. Je suis allé en prison, j'ai fait 3 ans de prison politique de 88 à 90, il n'y avait pas encore les luttes là. Donc il y avait des gens qui luttaient bien longtemps avant 1990. D'accord. Et donc 90 est l'aboutissement de ces luttes-là, c'est-à-dire que cette ouverture démocratique. Et en 90, ce que l'on cherche, c'est la conférence nationale souveraine, c'est-à-dire que l'on cherche à
à faire un peu, à déraciner l'État néocolonial et dictatorial. Bon, on n'y arrive pas complètement, on gagne quelques espaces de liberté. Vous n'y arrivez pas, pourquoi? Ben, je pense que pour deux raisons. La première raison est que le régime en place est beaucoup mieux ancré que les gens ne le pensaient. C'est un régime qui a été mis en place dans les années 1954-55 par le colon français et qui a continué de façon discontinue, en apprenant, en se renforçant. Et deuxièmement, les forces démocratiques qui sortaient étaient composées de deux groupes. Ceux qui avaient mené la lutte dans la clandestinité et qui n'avaient pas encore l'expérience des luttes ouvertes, et ceux qui luttaient pour la première fois et qui avaient l'expérience des luttes ouvertes mais n'avaient pas l'expérience de longues luttes. Donc cette combinaison de la faiblesse de l'opposition d'une part et de l'intransigeance du gouvernement d'autre part a donné, et des rapports de force il faut dire, a donné le résultat que ça a donné mitigé, mais non négligeable. Si on vous demandait d'apprécier, de juger les hommes politiques de 90 d'aujourd'hui, ceux de la première heure, beaucoup se sont retrouvés pour certains dans le gouvernement, d'autres dans les institutions, Parlement, Sénat et autres. Que diriez-vous, d'autant plus que la nouvelle génération, entre guillemets, semble vous faire le reproche de ceux qui ont pactisé avec le gouvernement? Mais je pense qu'il est extrêmement important pour ceux qui abordent la lutte aujourd'hui d'avoir un regard un peu plus respectueux des luttes antérieures. Quand nous avons commencé à lutter, nous, on a pris le temps d'étudier la lutte des Oumniobé, de Ernest Ouandi et de Félix Moubié. Ce n'est pas simplement parce qu'ils n'ont pas réussi qu'on pouvait se permettre de les traiter n'importe comment. Il faut également savoir que quand vous étudiez les hommes politiques des années 1990, ce pas des gens qui sont idéologiquement homogènes. Il y a parmi eux une grande proportion de gens qui viennent du parti unique. Donc, ils deviennent des opposants un peu à la dernière heure. Et donc, ils constituent la majorité à l'intérieur de ce qui s'appelle l'opposition. Et ça posait de sérieux problèmes. On avait des discussions énormes. Je ne pense pas que les gens se soient retournés. Non, non, non. Les gens sont restés tout à fait ce qu'ils ont toujours été. C'est la population qui n'avait pas la culture politique pour pouvoir distinguer la bonne graine de l'ivraie. Qu'est-ce qui manque à l'opposition camerounaise d'aujourd'hui? Je veux dire que le régime il est presque quarantenaire. Oui. La lutte pluraliste date de 90. Oui. Aujourd'hui, vous semblez passer le flambeau. Qu'est-ce qu'il faut en plus aux hommes politiques d'aujourd'hui pour réussir à prendre la relève et qui sait peut-être inverser la tendance politique en termes de changement de régime? D'abord, je pense que c'est de cesser de vouloir voir les choses en termes de pouvoir et opposition, parce que ce sont des mots galvaudés qui ne signifient absolument rien, d'autant plus que, comme vous l'avez dit il y a une seconde, les gens passent du pouvoir à l'opposition et ensuite de l'opposition au pouvoir. Je veux prendre, je sais pas, un nom, quelqu'un qui est ministre, qui a été ministre, et ensuite il est allé dans l'opposition, ensuite il est rentré au pouvoir, ensuite il est allé dans l'opposition. Bon, je ne veux pas citer les contemporains, mais donc c'est des mots que j'hésite à utiliser. Ce qui est important de comprendre, c'est que le peuple camerounais a des luttes avec des étapes précises. Et que même comme ça paraît, c'est-à-dire que comme il y a des périodes de flux, il y a des périodes de flux et de reflux, de façon, il y a des avancées quand même. Ce qu'on recherche, c'est la souveraineté nationale qu'on n'a pas encore acquise. Et donc, dans cette lutte pour la souveraineté nationale, là, chaque jour, on essaye on fait des pas et l'adversaire vous fait reculer, vous reprenez de l'énergie et vous continuez. La nouvelle génération doit comprendre une chose. Ce n'est pas l'opposition qui lutte pour un peuple, c'est un peuple qui lutte pour se libérer lui-même. Écoutez, je n'ai pas plus de responsabilité que pour le devenir du Cameroun que, je ne sais pas moi, le vendeur du boutique dans la boutique du coin. On est tous responsables, on a tous un 25 millionième de la souveraineté du Cameroun et chacun doit prendre ses responsabilités. Une des causes de l'échec, en fait, c'est
enfin, je connais deux causes fondamentales. La première, c'est le niveau relativement bas de la culture politique des Camerounais. Le gouvernement fait tout pour réellement empêcher le développement de la culture politique. Et le deuxième, c'est l'absence, ou peut dire l'insuffisance de cadres politiques alternatifs. Ce qui veut dire que, ou du moins je pose la question, y a-t-il une idéologie? Y a-t-il des idéologues? Y a-t-il ceux qui ont cette conviction de leurs idées, de les défendre et de ne pas varier en fonction du climat politique? Il y en a absolument. Il y en a qui ont... en fait, j'ai vécu longtemps en Afrique de l'Ouest et le Cameroun est connu pour étant un terreau fertile de gens qui sont restés idéologiquement consistants jusqu'à la mort. Je pense qu'il y a des gens qui ont passé toute leur vie à se battre pour un meilleur Cameroun et qui n'ont jamais trahi, qui n'ont jamais rien fait. Moi, je n'ai jamais pactisé avec le régime, je n'ai jamais été ministre ni conseiller de M. Biya, je n'ai jamais, de quelque manière que ce soit, pactisé avec ce régime. Votre retour, si on parle de vous, votre retour, les activités que vous menez, j'ai failli dire aisément ici, donne l'impression que Djekam ne bouscule plus, ne dérange plus, peut-être parce qu'il s'est trouvé une place au soleil. C'est une erreur. J'avais une place au soleil. J'étais millionnaire avant 1990. Mon niveau de vie n'a pas changé. Il s'est amélioré tout à fait normalement. J'ai quitté le pays. J'ai mené des activités hors du Cameroun. Mais à l'intérieur du Cameroun, j'ai pratiquement aucune activité. Parce que justement, j'ai peur que le gouvernement détruirait mes activités ici. Je vis du fruit des activités que je mène ailleurs. Justement, vous parlez de millionnaire que vous étiez. Et l'un des symboles, l'un des lieux cultes de cette opposition des années 90, l'un des lieux où des rencontres symboliques déterminantes se sont déroulées pour mener des actions sur le terrain, Intella Ramsès. Non loin ici à quoi, à côté de l'hôtel Parfait Garden. Hôtel de D. Hôtel de D, pardon. Oui, tout à fait. Qu'est devenue cette entreprise? Intella a été une belle expérience. Nous avions à l'époque 24 ans, 25 ans. Quand nous nous sommes demandé pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous-mêmes nous lancer dans la haute technologie. Et on a conçu un ordinateur. On est allé faire des pièces à Taïwan à l'époque. Et nous sommes revenus les monter. C'était notre marque d'ordinateur. La société s'appelait l'Intelligence Artificielle Inc. Et elle était composée de jeunes. Hein. On avait tous entre 20 ans et 25 ans. Excellente expérience. Nous voulions montrer qu'on avait des intelligences et qu'on pouvait les mettre en œuvre. Malheureusement, comme vous le savez, j'ai été arrêté en 88 pour 3 ans. Et par la suite, c'est les forces gouvernementales qui sont venues détruire Intella physiquement. Donc c'est véritablement dommage. Mais je suis resté d'un point de vue professionnel toujours dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je suis un expert en transformation digitale, toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle, un peu, du machine learning, et des choses comme ça, et des plateformes digitales. Autre symbole de cette lutte. Pendant les villes mortes, on a observé l'apparition d'une forme de laisser-passer, d'autorisation aux personnes d'aller d'un coin à un autre. Le carton rouge, qui était ce document, je vais dire physique, pour se déplacer sans que ceux qui avaient initié les villes mortes ne s'en sentent offusqués. Est-ce qu'on peut avoir l'historique de cette idée-là? Comment est-ce qu'elle naît? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Et puis derrière, semble-t-il, ça a rapporté beaucoup de sous. Bon, je ne sais pas pour votre sous maintenant. Mais le carton rouge se vendait par endroits. Il y a des gens qui vendaient certainement de carton rouge, mais moi, je n'en étais pas. La chose qu'il y a, c'est que l'idée de carton rouge, au départ, était une excellente idée. Mais ce genre d'idée qui dérive à cause de voyous qui s'emparent de quelque chose et en font ce qu'ils veulent. Hein. Mais originellement, l'idée du carton rouge vient en fait d'Anissé et Canet. Une excellente idée en soi, c'est-à-dire que nous avions, comme je vous l'ai dit, au sein de l'opposition, deux groupes. Il y avait le groupe des anciens de l'UNC et du RDPC qui avaient une vision de la conférence nationale différente de la nôtre. Nous pensions que
on devait avoir la conférence nationale et la démission de Biya, pendant que l'autre groupe disait non, 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 il ne faut pas parler de démission de Biya, il faut juste la conférence nationale avec Biya qui reste président. Donc, il est venu donc, à certaines personnes de chercher un moyen de sondage pour voir si cette notion de démission de Biya était populaire. D'où cette idée-là. Bon, et l'idée originale était très simple. On irait je précise encore que ce n'était pas une idée de Cap Liberté. Hein. C'était une idée de l'UPC Manidem à l'époque. Donc, il devait aller au stade, distribuer ses cartons et pendant le match, il demanderait aux gens ce que voulaient de l'émission de Biya et il livrerait le carton pour le faire. Et on pourrait se servir de ça pour convaincre les gens à l'intérieur de la coordination que, écoutez, le peuple veut que Biya démissionne. Bon, maintenant, ce qui s'est passé par la suite, je vous assure, je ne sais absolument rien. Mais qu'est-ce qui était à l'origine ? Moi-même, j'ai été stoppé plusieurs fois par des gens qui me demandaient le carton rouge et qui voulaient m'en vendre. Et je passais parce que je sortais ma carte de Cap Liberté, et voilà. Donc, qu'est-ce qui était à l'origine de la dérive ? Oh, vous savez, il y a dans toute société des gens qui profitent de certaines situations pour se faire de l'argent. Je veux prendre un exemple. Vous allez voir aujourd'hui dans le nord et dans le sud-ouest, par exemple, des gens vont commencer un combat qui peut être légitime, avec une stratégie qui peut être discutable, mais immédiatement, des personnes profitent de ça, organismes de banditisme, rançonnent des gens, etc., etc. Donc ce genre de personnes, ils ne représentent pas la lutte véritablement. C'est des dérives criminelles, et des criminels, il y en a dans la société. Vous parlez du nord-ouest et du sud-ouest. J'en viens justement à cette rencontre du 4 juillet 2020 ici à Douala. Une rencontre qui a réuni près d'une cinquantaine de participants. Vous avez fait quelques constats préliminaires, l'existence d'une atmosphère d'insécurité généralisée au Cameroun, la persistance de la guerre dans la région nord-ouest-sud-ouest, l'arrogance du système néocolonial incarné par le régime en place, le recul des libertés publiques, la mainmise du régime en place sur le processus électoral, qui rend improbable tout changement. Et à l'issue de ces échanges-là, deux axes prioritaires d'action sociopolitique ont été retenus. L'urgence du retour de la paix dans les régions concernées et la nécessité d'une rupture politique pour le régime colonial hyper centralisé, dictatorial et corrompu. Alors pour mettre cela en œuvre, les participants au cadre citoyen de concertation ont décidé d'inviter toutes les forces vives et actions favorables au changement à se concerter, à mettre en synergie leurs efforts. Est-ce qu'on dit déjà entendu? Pas exactement. En fait, ce qui est original dans le cadre de cette initiative, c'est que nous ne sommes pas en train de demander aux gens de créer un front nouveau ou de créer une coalition nouvelle, un parti unique de l'opposition ou un truc comme ça. Ce que nous disons, c'est que au point où on en est arrivé au Cameroun, avec une polarisation extrême, de langage haineux, trop de divisions et trop de problèmes, alors que tout le monde est d'accord qu'il y a des problèmes et que l'on recherche des solutions, qu'il serait temps qu'on crée un cadre où les gens peuvent se parler respectueusement, d'une part, et d'autre part avec un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on se parle non pas pour se chamailler sur les différences, mais pour rechercher le consensus. C'est-à-dire que sur quoi est-ce qu'on peut s'entendre, même si ça tient sur un mouchoir de poche. Alors on peut construire un pays là-dessus. Donc c'est ça le but de la démarche. Donc ce n'est pas une démarche qui qui exclut qui que ce soit a priori ou embrasse qui que ce soit. Je veux dire des coordinations, des coalitions, des rassemblements de l'élite politique et souvent avec ceux de la société civile. On en a connu au Cameroun et toujours on a l'impression que après certains en profitent pour leur prébande, d'autres ne se sentent plus toujours engagés. Le leadership, on en discute. Je veux être celui qui est à la tête. Bon, l'avantage aujourd'hui, c'est que nous sommes en principe à 5 ans des échéances électorales. Absolument. Et donc tous les ambitieux, ceux qui veulent devenir président de la République et ministre, etc., c'est-à-dire qu'ils vont peut-être nous laisser la paix. Je crois que c'est un appel à la concertation à la population. La démocratie est trop sérieuse pour être laissée au seul parti politique. Hein. Moi, je le crois vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que je vais travailler beaucoup plus dans le cadre du ROC.
que dans le cadre du MDI, parce que je crois que le problème qu'on a en face de nous aujourd'hui, c'est un problème de révolution démocratique. C'est comment partir d'une dictature pour aller dans une démocratie. Et donc maintenant, une fois que la démocratie sera là, les partis politiques peuvent maintenant combattre pour être élus. Mais toutes les batailles partisanes qui sont faites avant sont absolument inutiles parce que le terrain est miné. Donc l'appel ici, c'est pas un appel, c'est un appel à la population. C'est elle qui doit décider qu'elle ne veut plus de ce système. Parce que partout ailleurs, ce n'est pas les chefs de partis politiques qui font le changement démocratique. C'est un peuple qui, à un moment donné, dit « Nous, on n'en veut plus. On veut la rupture avec les anciennes choses, on veut des choses nouvelles. » Et le peuple prend ses responsabilités. Justement, malgré tous les appels incessants à la mobilisation, le peuple suit difficilement le mouvement. Je veux dire qu'après les villes mortes, un peu février 2008, on n'a plus vu de grandes mobilisations autour des appels faits par les leaders. Qu'est-ce qui peut expliquer la longévité au pouvoir du président Biya, malgré toutes ces initiatives? Est-il plus dangereux aujourd'hui, je veux dire en termes de répression, puisque c'est l'un des arguments que l'opposition envoie, est-il plus dangereux aujourd'hui qu'il y a 30 ans? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que le régime est vieillissant et que s'ouvre au peuple camerounais une opportunité qu'elle se doit de saisir. Mais le truc est que si pendant 30 ans vous avez lutté contre quelqu'un et que vous n'arrivez pas à obtenir les avancées que vous avez souhaitées, au lieu de constamment pointer le doigt sur la personne, il est peut-être temps de se demander mais qu'est-ce que moi j'ai pas fait bien. Et je crois que ceux qui ont lutté doivent avoir l'humilité de s'asseoir et de parler, d'analyser sincèrement et sérieusement pourquoi est-ce que on a pu faire des progrès de 90 à 92 et après 92 le pouvoir a pu récupérer toutes les avancées. Et les réponses sont assez... Enfin, je veux dire, je n'ai pas toutes les réponses, mais je suis sûr... Quelles sont celles que vous avez comme réponse? La fébrilité des hommes politiques? Bon, une des réponses fondamentales, c'est la notion que les partis politiques seuls peuvent le faire. C'est absolument impossible. La population doit prendre ses responsabilités, la société civile doit jouer pleinement son rôle, les partis doivent aussi jouer leur rôle, mais c'est la responsabilité collective. Nous ne pouvons pas nous asseoir et dire « Oh, tel leader, nous on lui fait confiance, il va aller faire pour nous ce que nous refusons de faire pour nous-mêmes. » Nous sommes tous responsables. C'est un appel vraiment à la population que je dis chacun doit prendre ses responsabilités, se former politiquement et entrer dans une organisation, militer sérieusement, payer ses cotisations, aller aux réunions de l'organisation qui lui paraît la plus proche. Mais si vous voyez 10 Camerounais, vous voyez 10 Camerounais, il y en a, ils ne participent pas, ils ne participent pas, et je crois qu'il faut qu'ils participent un peu plus. Et d'ailleurs, je suis content parce que depuis 2018, il y a eu ce regain-là de participation, et c'est une excellente chose. Je voudrais qu'on fasse la deuxième pause de l'émission. On va aller du côté de Yaoundé à nouveau. Vous le savez, le Parlement camerounais a terminé sa session de juin, c'était au cours de la semaine finissante. Et avant cette fin des travaux, il y a eu des députés qui se sont attardés sur la question de la diaspora camerounaise, comment l'intégrer, comment accélérer le processus du retour au Cameroun. Suivez tout cela derrière ce reportage. Plusieurs Camerounais de la diaspora ayant entrepris des projets de développement au Cameroun se sont heurtés sur deux principaux obstacles. Le problème des nationalités et celui des barrières administratives. Le sujet avait d'ailleurs été examiné durant le grand dialogue national en octobre 2019. Des recommandations avaient été prises. Pourtant, les Camerounais de la diaspora attendent plus. Aujourd'hui, le Cameroun a plus besoin d'actes concrets que de discours qu'on entend partout et tous les jours. Mais qu'est-ce qui coince véritablement? La question a alimenté les débats ce matin au Parlement dans le cadre de la journée d'information des parlementaires sur la problématique de la diaspora. Pour le réseau des parlementaires Diaspora Coopération décentralisée et transfrontalière, la brouille entre le gouvernement et les Camerounais de l'extérieur est sans doute l'un des handicaps majeurs. Donc le rôle de ce réseau se veut un cadre d'écoute et d'échange avec la diaspora.
pour aider le gouvernement à mieux comprendre sa diaspora et à l'aider à tirer profit de l'immense talent de nos enfants. Il faut créer des emplois pour promouvoir l'insertion socio-professionnelle des jeunes de la diaspora au Cameroun. Un avis que le gouvernement partage, sauf que les parlementaires estiment qu'il faut changer la méthode, surtout que le développement des collectivités territoriales est en jeu. Nous avons des enfants de ce pays qui sont des maires adjoints, qui sont même des maires, des conseillers départementaux, des conseillers généraux, des conseillers régionaux dans de nombreux pays à l'étranger, qui peuvent aider nos maires à tirer profit de la coopération décentralisée. Il faudrait que les maires camerounais identifient les enfants qui sont à l'extérieur et fassent de ces enfants leurs ambassadeurs. Ça va changer beaucoup de choses, ce que les gens de l'Afrique de l'Ouest le font. Et nous allons les aider dans ce domaine-là. Il faut noter que l'édition 2020 était placée sous le thème « Diaspora, atout gagnant pour le Cameroun ». Tenu et déroulé sous fond de pression politique autour des concepts du gré à gré, lancé par Maurice Kamto, le président du MRC, qui soupçonne une alternance politique loin de toute pratique démocratique. Qu'en pensez-vous? Je n'ai à mon niveau aucun élément qui me permette d'affirmer ou d'infirmer qu'il y ait une tentative de gré à gré, encore que c'est un concept que je ne maîtrise pas vraiment bien. La chose qui est sûre, c'est qu'on a en face de nous un régime qui est dictatorial, qui concentre en se main tous les pouvoirs législatifs, exécutifs, législatifs et judiciaires entre les mains d'un seul homme, qui a la possibilité de faire exactement ce qu'il veut. Le problème qui se pose à nous n'est pas ce qu'il va faire, mais c'est ce que nous on ferait s'il ne fait pas ce qu'on nous on veut. Donc, tout ce que je dis, c'est que dans une bataille, ce qui est important, certes, c'est de savoir ce que l'adversaire fait, mais c'est surtout de se demander qu'est-ce que moi je peux faire pour faire plier mon adversaire. Pensez-vous que la stratégie de Maurice Kamto actuelle, candidature à l'élection présidentielle, boycott des élections locales, hold-up électoral et désormais aucune élection sans réforme politique est la bonne? Bon, j'estime que chaque parti a le droit, de façon souveraine, de choisir la stratégie qu'elle estime être la meilleure pour mener le combat qu'il pense qu'il doit mener. Le professeur Maurice Kamto s'est donné, s'est sacrifié pour le pays. Il continue de le faire. Il le fait dans le cadre de son organisation et je pense qu'ils ont tout le droit de mener leur stratégie. Tout ce que je demande aux Camerounais, c'est d'accepter qu'ils puissent avoir d'autres organisations qui aient une stratégie différente. L'essentiel est que l'on puisse se concerter. C'est-à-dire que par-delà nos différences, c'est de trouver le point commun. Parce qu'au-delà des différences idéologiques et des différences stratégiques et organisationnelles, il y a qu'on est dans le même pays et que chacun veut le mieux pour le Cameroun. Donc il faut qu'on puisse trouver le moyen de se concerter au-delà de ces différences-là. Quelle différence entre les hommes politiques d'aujourd'hui et ceux des années, des premières heures du multipartisme? Mais c'est les mêmes gens. En dehors de peut-être le jeune Cabral qui est arrivé, la plupart des gens sont des gens qui étaient présents dans les années 1990-91. Donc pas de changement, on reprend les mêmes, on recommence? Pas exactement, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que on ne va pas créer un autre Cameroun, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y en a qui font comme si du jour au lendemain, on va tuer tous les 25 millions de Camerounais, aller chercher des Gabonais pour venir occuper ce pays. Vous allez traiter avec ceux qui sont là. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'insiste sur la notion de concertation. Il faut que les gens apprennent à se parler. Ce genre de fausses suspicions que tel est du régime, tel ne l'est pas, etc., etc., surtout venant même des gens qui, généralement, eux, étaient même dans le régime hier et qui aujourd'hui accusent les autres d'être dans le régime. Je trouve que c'est enfantin. Nous devons tous nous parler. Et d'ailleurs, comme boutade, je dirais que si M. Biya n'avait pas 82 ans et que qu'il est obligé, à cause de la Covid-19, de se confiner, moi, je l'aurais invité à la concertation chez moi le 4 juillet. On doit parler avec tout le monde. Tout le monde est Camerounais. Il faut qu'on se parle. Loin de toute suspicion. Non, je trouve ça absolument enfantin. Il y a une
une sorte de culture de l'intolérance qui est développée par une petite minorité de gens. Elle est assez bruyante, hein, mais ce n'est pas parce qu'on parle fort qu'on a raison, quoi. Bon, mais je vois cette intolérance-là est beaucoup plus le fruit du manque d'éducation politique et qu'avec l'expérience, je crois, ils comprendront très très bien qu'en fin de compte, il faut qu'on se parle. D'ailleurs, si le gouvernement, s'il y a des bruits de parlotte entre des Camerounais qui sont tellement fâchés contre le régime qu'ils ont dit que maintenant, nous, on quitte même le pays et qu'on crée un autre pays et le régime dictatorial, il est clair que l'heure de la concertation est arrivée. On doit se parler. Intolérance qui se situe de quel côté? De tous les côtés. C'est d'abord du côté du RDPC, du côté du régime. Il y a des intolérants, mais extraordinaires, des gens qui refusent de faire la moindre concession depuis 40 ans. C'est dit que c'est les grands intolérants. Et naturellement, leur intolérance a créé une aigreur, des frustrations énormes qui, elles aussi, maintenant, de l'autre côté, a créé, je peux dire, une contre-tolérance. D'accord. Alors, 12 juillet 2010, 12 juillet 2020, il y a exactement 20 ans, je veux dire 10 ans, que ça n'allait plus Ndiawe, oui. Personne âme, le directeur de publication et créateur du quotidien Le Messager. Et 2 jours auparavant, donc le 10 juillet 2010, vous étiez en concertation à l'université de Harvard à Washington avec le docteur Adamou Damdjouer de Regretter Mémoire, Bernard Monand de Regretter Mémoire, le capitaine Guérandi Barra, je dirais, de Regretter Mémoire, et puis je l'ai dit, Pius Ndiawe. De belles résolutions, mais pour quel résultat si l'enjeu est le départ du pouvoir actuel? Toutes les luttes, toutes les réunions qui ont été faites par ces Camerounais qui ont pris un peu de leur temps pour essayer de voir ce qu'ils pouvaient faire pour améliorer la situation du Cameroun est extrêmement admirable. Et chaque effort que l'on fait n'est jamais complètement perdu. Les résolutions qui ont été prises en 2010 permettent aujourd'hui, par exemple, de mieux peaufiner celles qu'on pourrait avoir à prendre en 2020. Il est important que nous étudions l'histoire de chacune de ces étapes-là, que l'on puisse en tirer des leçons pour nous améliorer dans le cadre de la lutte que l'on mène. Parce qu'il faut comprendre une chose, ce que le pouvoir en place apprend et s'adapte pour se maintenir. Donc si nous voulons un jour arriver à un pays qui est souverain, qui est un État de droit, qui est un État prospère, il faut aussi que nous apprenions de nos propres erreurs et que l'on puisse s'améliorer au fur et à mesure, au lieu que chaque génération dise « Oh, la génération d'avant, elle a échoué, nous n'avons rien à apprendre ». C'est une posture extraordinaire de toutes les sciences. L'histoire est celle qui nous apprend le mieux, surtout en ce qui concerne le changement social. Vous ne connaissez pas l'histoire, vous n'avez pas d'avenir. Justement, vous avez essayé de restructurer cette lutte à partir des États-Unis, de l'Europe, je veux dire de l'étranger, avec une certaine diaspora. Mais quand on regarde cette autre diaspora aujourd'hui, qui manifeste bruyamment, ces activistes dans les rues, n'avez-vous pas le sentiment qu'il y a un pont que vous n'avez pas su traverser, qu'il y a, je veux dire, un élément qui a manqué? Vous, c'est qui? Vous, Dieu-Cam. Ah, moi? Oui, quel regard, je veux dire, quand on regarde, par exemple, okay. Pour le dire, la basse, qui également, c'est tellement son courroux vis-à-vis du gouvernement, oui. Mais qui le manifeste assez bruyamment, oui. À travers des manifestations assez violentes. Vous ne vous dites pas qu'il y a un élément qui a manqué? Qui a manqué à ceux qui n'ont pas manifesté bruyamment? Je ne sais pas, c'est vous qui avez l'analyse. Non, moi je pense que chaque période produit ses propres circonstances. Il faut comprendre que la diaspora
camerounaise d'hier n'est pas la diaspora camerounaise d'aujourd'hui. Quand nous partions, on était soit boursiers, soit on venait de familles extrêmement aisées, et on allait en Europe, on avait son visa, on s'installait, etc. Aujourd'hui, la misère est telle que beaucoup de jeunes qui partent ici, c'est en désespoir de cause. Ils traversent le désert, ils vont en Europe. Et quand ils y arrivent, les conditions sont extrêmement difficiles. Et donc, ils ont une double frustration. Déjà d'avoir été chassés carrément de leur pays par la malgouvernance. Et d'autre part, d'arriver dans un pays qui ne veut pas les recevoir et qui leur donne donc ce désir de rentrer chez eux. Et donc, vous voyez, vous êtes parti de chez vous parce que ça ne marchait pas. Vous allez en Europe, le racisme et tout cela vous turlupine. Vous voulez rentrer chez vous. Et vous ne pouvez pas rentrer parce qu'il y a une dictature qui est installée là-bas et qui ne veut pas bouger. Donc, je comprends la frustration de ces jeunes. Et je comprends donc qu'ils puissent manifester leur courroux de façon différente de nous autres qui étions des boursiers, qui étions des petits bourgeois un peu, et qui pouvions manifester notre courroux différemment. Et vous dites, cette manifestation, ce courroux, cette envie d'en découdre, vous y voyez les mêmes éléments dans ce qu'on appelle aujourd'hui la crise sociopolitique de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Absolument, absolument. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le Nord et le Sud-Ouest, c'est la conséquence directe du refus de ce système, de l'intolérance, du refus de dialoguer, du refus de tenir compte la prise de Bon, maintenant, vous savez, quand quelqu'un est fâché, il peut prendre des décisions qu'il ne peut même par la suite regretter. Mais nous n'allons pas nous focaliser sur celui qui s'est fâché et la décision qu'il a prise pendant qu'il était fâché. On va se demander d'abord pourquoi est-ce qu'il s'est fâché. Parce que si on ne pose pas cette question, alors on est en train de traiter les conséquences et non pas les causes. Je pense personnellement que, et ça c'est ma position personnelle, que le Cameroun a été réunis par un référendum et seul un référendum peut décider éventuellement de le diviser. Bon, donc, et moi, je suis en contact avec les sécessionnistes de tous bords, avec qui j'ai tenu des réunions bien avant 2016. Et moi, je leur ai dit, moi, je pense que c'est mieux que l'on travaille ensemble pour rendre un Cameroun meilleur et qu'ensuite on passe au référendum. Voilà, Vous, personnellement, quelle serait la meilleure approche? Fédéralisme, décentralisation, statut spécial? Je pense que la meilleure approche, c'est celle qui va d'abord consister à changer la nature de l'État. Parce que si vous changez la forme sans changer la nature, ça sert à rien. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est que si vous avez une maison en planche, et que, avec une chambre, et que vous divisiez la chambre là en deux, vous aurez une maison en planche de 2 chambres. Vous n'aurez pas une maison en dur. Alors, et justement, que faut-il faire dans ce cas? On annonce, je vais dire, des tractations. Il y a le grand dialogue national à Yaoundé. On a parlé des initiatives en Suisse. C'est quoi annoncer un rapprochement du gouvernement? Le gouvernement a démenti. Le gouvernement n'est pas sérieux. Le gouvernement n'a pas envie de parler. Le gouvernement aborde cette affaire sur la base stricte du rapport de force. Ils estiment qu'ils ont l'armée à leur disposition, la police, les services de renseignement et tout l'argent du Cameroun entre leurs mains, et que ce que le reste des Camerounais pensent, pas seulement les Camerounais du Nord et du Sud-Ouest, les Camerounais de toutes les régions, que vous n'avez qu'à vous allez vous faire cuire en neuf. Mais on en sort quand, face à une dictature, seul un peuple peut décider de reprendre la légitimité, parce qu'en fin de compte, la légitimité, ça appartient au peuple. Vous y voyez cette volonté de reprise au niveau des populations du Nord et du Sud-Ouest? Je pense que partout à l'intérieur du Cameroun, il y a cette volonté de reprise. Ce qu'il manque, c'est peut-être les techniques, les méthodes. Voilà. Je crois que nous serions inspirés, en tant que peuple, d'étudier un peu ce qui se passe dans les autres pays africains similaires aux nôtres et voir comment ils ont fait là-bas. Au Burkina Faso, vous étiez? J'étais au Burkina Faso et j'ai participé à leur insurrection populaire qui est reconnue comme une arme légitime parce que le pouvoir appartient au peuple. On en parle dans une minute. Voilà. On en parle dans une minute, le temps de justement essayer de regarder cette autre diaspora qui s'illustre assez agréablement en Europe, en France notamment, à l'issue
des dernières élections locales. On a pu voir, on parle de plusieurs centaines de Camerounais qui ont été élus. On en fait le résumé dans ce reportage. Élus à l'issue des élections municipales qui se sont achevées le 28 juin 2020 en France, environ 300 Camerounais d'origine ont été officiellement installés dans leurs fonctions le week-end dernier. C'est par exemple le cas de Gertrude Ngor-Kaldiop, élue conseillère municipale à la mairie de Metz, ville située dans le nord de la France. Ancien séminariste de Bonépoupa dans le département du Nkam, région du littoral, Jean-Pierre Yetna est réélu pour la 3e fois au poste d'adjoint au maire de Montmorency, une commune de près de 22 000 habitants. À la mairie de Domon, Martin Kamgweng a été installé dans ses fonctions de premier adjoint au maire de cette commune. Pareil pour Blaise Métarmo, élu premier adjoint au maire de la commune d'Alouan, ville située à 20 minutes de Lille. Lors de la tenue du conseil municipal d'installation le 3 juillet, le maire de Montrouge et ses adjoints ont été élus. Et parmi les 14 maires adjoints se trouve Patrice Ondoa, 8e adjoint chargé de la jeunesse et de la vie des quartiers de cette commune. L'autre satisfaction de la diaspora camerounaise, c'est Dieudonné Ngoumou, élu au conseil municipal de la mairie du 18e arrondissement de Paris. Sans oublier l'ancienne journaliste et présentatrice vedette de la CRTV Véronique Ma, élue adjointe au maire de la commune de Mérenville, située à 25 km au sud-est de Paris. Face à l'actu se poursuit avec l'invité de ce dimanche, Dominique Djokam Tchameni, un homme politique, informaticien et puis entrepreneur. Homme politique des premières heures des années du multipartisme, exilé au Burkina Faso. Pourquoi le Burkina Faso et quels sont vos rapports aujourd'hui avec les autorités de ce pays-là? Mes rapports sont excellents. Il faut vous rappeler que c'est du retour d'un voyage au Burkina Faso en 1988 que je me fais arrêter et embastiller pendant 3 ans. On m'accuse à l'époque de vouloir renverser, avec la complicité de Guérandi et des autorités burkinabées, de renverser le régime. Donc je suis enfermé à la sécurité militaire pendant 9 mois, ensuite chauffeur civil pendant 9 mois, et donc quelques temps après, sous la pression, il m'amène devant le tribunal militaire qui me condamne à 3 ans d'emprisonnement ferme pour subversion. Donc quand je sors de prison, naturellement pendant tout le temps de prison, nous comptions voir comment continuer le combat, parce que par la suite, Maître Yondo et Anissé Ekane nous rejoignent, et donc quand nous sortons avec la détermination de continuer ce combat-là, le reste c'est l'histoire connue, hein, c'est-à-dire qu'on lance les villes mortes, etc., etc. Et donc, après avoir essuyé 2 tentatives d'assassinat, je quitte le Cameroun et je vais au Burkina Faso comme exilé. Donc vous retournez à la case des parts. Je retourne à la case des parts. Alors dites-nous, quels sont vos rapports? Quels étaient vos rapports? Vous me corrigerez parce que vous savez qu'il y a tout un mythe, vivant, mort, Guérandi, vous nous direz. Quels sont vos rapports avec Guérandi Bara? Comment est-ce que vous vous rencontrez? Comment ça se développe? Pourquoi vous êtes accusé avec lui de vouloir renverser le pouvoir de Yaoundé? Je vous ai dit que la lutte pour la démocratie au Cameroun n'a pas commencé en 1990. Je suis désolé, beaucoup de gens pensent que c'est le 26 mai 1990 que la lutte a commencé. C'est absolument faux. Dès 1983, il y a des fissures à l'intérieur de l'UNC. Bello Bouba quitte le pays, quelques temps après s'installe au Nigeria et crée l'UNDPC. Ensuite, il y a la tentative de coup d'État. Guérandi quitte, s'installe au Burkina et crée le FPC. Et donc, nous aussi, nous avions notre petit mouvement qui s'appelait le P2, qui était un mouvement clandestin, qui était parti depuis l'université et que l'on continuait. Et tous les mouvements dans la clandestinité essayaient de se connecter, de s'interconnecter. À l'époque, il n'y avait pas de démocratie, donc nous étions obligés d'utiliser les méthodes de la clandestinité pour faire avancer notre cause. C'est dans le cadre de ces contacts-là que je vais au Burkina Faso et que je rencontre Guérandi. Et donc, du retour du Burkina, connaissant votre proximité, vous êtes accusé rapidement. Exactement. Disons ça comme ça pour ne pas entrer dans trop de détails, on n'a pas beaucoup de temps. Que savez-vous de sa disparition? Je ne sais pas plus que ce qui a été écrit dans le
dans Jeune Afrique. Donc, comme je vous le dis, j'ai des activités au Burkina dont j'y vais constamment et je rencontre, chaque fois que j'y vais, je rends visite à la feu épouse de Guérandi qui malheureusement elle aussi est décédée quelques années après avoir appris la mort de son mari. Donc, je suis allé la voir quand j'ai lu cet article dans Jeune Afrique. Et je lui dis, mais où est-ce qu'il est? Guérandi, ça fait longtemps, moi, je ne l'ai pas vu. Elle me dit, moi aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc, c'est comme ça que j'ai eu confirmation que quelque chose n'allait pas. En temps, elle est décédée. Et donc, voilà. Donc, c'est sûr. Que savez-vous de sa mort, Elisabeth? Non, Elisabeth Bara est morte d'un palu, d'un violent palu. Elle a eu un palu, 16 heures, elle est allée à l'hôpital et elle en est décédée. Voilà. Peut-on dire aujourd'hui qu'il a été assassiné, Guérandi Bara? Bon, maintenant, c'est la version de Jeune Afrique que je trouve vraisemblable, mais comme je dis encore, je ne peux pas faire des affirmations sans en avoir la preuve. Voilà. En 93, au Burkina Faso, vous accueillez à Ouagadougou 40 étudiants camerounais, parlementaires, on les appelait, ceux-là qui étaient les meneurs de la grève dans les universités ici à Douala, Yaoundé. Ils étaient d'ailleurs exclus, notamment de l'université de Yaoundé. Absolument. Que s'est-il passé avec ces gens-là? En 1993, comme vous le dites vous-même, l'association des étudiants camerounais qui s'appelait le Parlement à l'époque et qui avait travaillé de façon très très proche avec Cap Liberté dans les années 91 se trouvent en difficulté. 35 de leurs leaders sont exclus à vie des universités de Yaoundé et donc ils écrivent à tout ce qu'il y a dans tout le gotha politique associatif du Cameroun pour demander de l'aide. Donc ils demandent trois choses. La première, c'est qu'on leur trouve un pays qui leur donne l'asile politique, qu'ils puissent s'inscrire à l'université et qu'ils obtiennent des bourses. Bon, donc je suis au Burkina en tant que réfugié politique. Je vais voir le président Blaise Compaoré et je lui dis, écoute, j'ai mes petits frères là, ils ont des difficultés. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Il me dit, écoute, je te donne 5 places à l'université, 5 bourses. Donc je vais voir mon ami Alpha Konaré, qui était président du Mali, et il me donne 5 bourses, 5 places à l'école de médecine et de pharmacie du Mali. Et à l'époque également, il y a mon ami Batili, qui était ministre de l'enseignement supérieur au Sénégal, j'obtiens 5 places. Donc j'écris à mes jeunes frères, je leur dis, écoutez, j'ai trouvé 15 bourses pour vous, et donc voilà ce que j'ai pu faire. À l'époque, je me disais probablement qu'ils n'en prendraient que 2 ou 3, parce qu'il y avait tellement de leaders et que les gens les auraient aidés. Oh, que non. Dès qu'ils ont appris, tous les Français se sont dirigés vers le Burkina parce que personne n'avait rien à faire. Donc, je vous rappelle que quand ils arrivent, j'ai 32 ans. Je suis père de 2 enfants. Et beaucoup d'entre eux avaient entre 27 ans et pratiquement 30 ans. Hein. Donc, je les prends, je les héberge, je leur donne à manger, je commence la procédure. J'obtiens pour eux le statut de réfugié politique, l'inscription dans les universités et 15 bourses d'abord, et par la suite, tous sont devenus boursiers. Bon, malheureusement, quand ils arrivent, ils sont traversés par 2 choses. La première chose, c'est le traumatisme de la clandestinité au Cameroun et du voyage extrêmement difficile, il faut dire. Qui les met dans un état comme on appelle post-traumatic stress disorder. C'est-à-dire qu'ils sont constamment tendus, ils se bagarrent entre eux. Et deuxièmement, ils sont traversés par des conflits de leadership dont je ne comprends rien du tout d'ailleurs, parce que j'étais leur aîné et moi je regardais ça de loin. J'avais désigné quelqu'un pour s'occuper d'eux. Et donc c'était la bagarre tout le temps. Et cette bagarre-là a amené le chancelier de l'université de Ouagadougou à écrire au président de la République, c'est-à-dire Blaise Compaoré, pour lui dire, moi je ne veux pas recevoir ce genre de personnes chez moi. J'ai déjà suffisamment de problèmes avec mes propres étudiants, je n'en veux pas. Et Blaise m'appelle, il me dit, je renvoie tout le monde. Moi je lui dis, non, c'est pas possible, président, camarade président, vous n'allez pas me faire ça. Alors il a dit, écoute, tu les tiens en bon ordre ou bien moi je les fous tous dehors. Alors il se trouve qu'il y a 9 parmi eux qui ont dit, écoutez, nous on n'en a rien à cirer. La police est venue les chercher, les a mis dehors. Par la suite,
ils ont fait des démarches pour rentrer au Burkina. Et ça, c'était en 1995. À l'époque, j'avais déjà quitté le Burkina. Ils ont été réexpulsés une deuxième fois. Donc, c'est un petit nombre parmi eux. Parce que le reste, c'est-à-dire la plus grande majorité, environ 25 ou 26, ont fait leurs études tranquillement. Ils sont installés aux États-Unis, ils vivent une vie extrêmement productive, etc. Que s'est-il passé spécifiquement dans le cas de Jean Bosco Tagné? À ma connaissance, Jean Bosco Tagné a eu une bourse, a fini ses études et il est parti aux États-Unis. Je ne sais pas qu'il ait eu un problème particulier. Il n'est pas parmi ceux qui ont été expulsés, à ma connaissance. Il devait aller au Mali. Il devait aller au Mali. Au Mali, oui. Il devait être parmi les boursiers du Mali. Ah, il devait être parmi les boursiers du Mali. Oui, oui. Ah. Et il se dit que vous lui avez arraché et déchiré son titre de voyage. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est moi qui lui ai donné les titres de voyage, c'est moi qui lui ai donné à manger. Comment ça, je vais arracher à quelqu'un ce que je lui ai donné? Prenons le dernier reportage de cette émission avant d'y tirer un trait. C'est l'organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, qui a cette semaine fait un autre rapport sur le Cameroun, qui dit que du côté de l'extrême nord là-bas, les militaires utilisent des civils pour faire de l'autodéfense et surtout des veilleurs de nuit. Suivez plutôt. Dans un rapport publié le 10 juillet, l'ONG Human Rights Watch indique que les soldats du 42e bataillon d'infanterie motorisée ont forcé des civils à assurer des gardes de nuit. Objectif, prévenir les attaques du groupe islamiste Boko Haram dans l'extrême nord, notamment dans la localité de Mozogo. L'organisation non gouvernementale précise que les faits se sont produits entre mi-mars et la fin du mois d'avril 2020. Les civils qui ont refusé d'effectuer ces gardes de nuit ont été roués de coups ou menacés au cours de cette période selon Human Rights Watch, qui affirme dans la foulée qu'elle a été informée que les violences auraient cessé pour l'instant. Fin de citation. Toujours dans le rapport, l'ONG déclare avoir eu des entretiens téléphoniques avec 15 personnes forcées à effectuer ces gardes de nuit entre avril et mai dernier. 6 ont été bastonnés pour avoir refusé. Quant aux civils qui ont été obligés d'assurer des tours de garde à la suite des menaces, l'ONG affirme qu'ils n'ont reçu aucune compensation et ont été mis en danger car ceux-ci ne sont ni entraînés ni armés et devaient retourner en ville en courant afin d'alerter les militaires s'ils apercevaient des combattants de Boko Haram. Comme recommandation, Human Rights Watch demande aux autorités camerounaises de cesser de forcer les civils à exercer des fonctions de surveillance de nuit. Il faut plutôt protéger les civils par des moyens légaux, conclut l'ONG. Dernière question avant de mettre un terme à cette émission. Dukam Tchabeni, oui. Seriez-vous à rentrer dans un gouvernement du président Biya? Si oui, dans quelles conditions? Sinon, pourquoi? Je ne pense pas que le président Biya ait la légitimité voulue en ce moment pour nommer un gouvernement qui puisse apporter le peuple l'a eu en 2010. Comment vous remettez en cause sa légitimité? Non, je ne remets pas en cause sa légalité. Parce qu'il ne faut pas confondre légalité et légitimité. Et moi, j'insiste sur une légitimité puisque le peuple l'a élu. Ça a été constaté. Légalement, oui. La légitimité est quelque chose qui a trait au consentement. C'est-à-dire qu'on a une population en âge de voter qui est de 12 millions de gens. Si vous êtes élu ou vous attribuez par des mécanismes douteux 3 millions de ces 12 millions, vous n'avez pas de légitimité. Bon, mais vous avez parfaitement la légalité. Hein. D'accord. Et voilà, vous dirigez. La chose qu'il y a, c'est que c'est au peuple de manifester que je ne vous ai pas donné cette légitimité-là. Donc voilà, c'est ça. Ce n'est pas... Donc difficile de remettre la légitimité en question, en cause, puisque le peuple... La légalité. Je dis même la légitimité, puisque le peuple ne s'en défend pas. Vous la contestez, sa légitimité, mais le peuple ne s'en défend pas. Mais le peuple, ce n'est pas une personne. Le peuple, c'est une dynamique. Absolument. Ouais, c'est-à-dire que c'est le fruit de nos actions individuelles qui se combinent. On a vu par exemple au Burkina Faso que le peuple a défendu la légitimité qu'elle a accordée aux autorités. Elle a retiré à l'ancien gouvernement, à mi-mars, Kaboro au pouvoir, en toute légitimité. Ça s'est vu en Tunisie, ça s'est vu en Algérie, ça s'est vu en Égypte. Oui, absolument. Au Cameroun, le peuple ne s'en défend pas. Non, pour le moment, je pense que le peuple est mieux. Ce qui manque, je connais bien le Burkina et je peux vous le dire. Ce qui manque ici. Ce qui manque au Cameroun, c'est deux choses. La première, c'est
un trop petit nombre de cadres politiques qui sont formés pour mener à bien un changement social. Ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend dans la pratique. La deuxième chose, c'est une tendance encore dans la population à cause du niveau, je peux dire, relativement bas de la conscience politique, de facilement se laisser prendre au jeu du tribalisme, de linguisme, aux appels au repli identitaire. Donc voilà, ces deux choses-là, c'est ça. Bon, mais c'est réglable, hein, tout ça. Il faut seulement qu'on continue de travailler. Sur la question de la concertation, oui. Entrez ou vous n'entrez pas? Honnêtement, c'est fallacieux, quoi. Moi, je trouve que... Dominique Diokam-Tchouameni, oui. Merci infiniment de cette audience. Je vous remercie de m'avoir reçu. Merci à vous à la maison. Face à l'actu, c'est terminé pour ce soir. Dimanche prochain, un nouveau rendez-vous. Bonsoir, bon début de semaine.